Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Emma, vous pouvez me retrouver sous le surnom d'Emato sur le forum et je suis une de vos nouvelles tutrices d'anatomie et aujourd'hui on va voir ensemble notre premier cours de la rentrée sur le cœur. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis une nouveau tutrice d'anatomie et cette année je vais m'occuper de différents chapitres avec vous, donc cardio, pulmonaire, urinaire, appareil génital féminin et appareil génital masculin. Mais là on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur le cœur. Donc, on va commencer. Non, avant, je vous ai mis tout un sommaire pour. Enfin, vous pourrez vous y référer quand vous réviserez, mais là, on ne va pas s'attarder dessus. Et donc, on va commencer avec l'emplacement du cœur. Donc, le cœur, c'est un organe qui est musculaire et c'est l'organe principal de la circulation. Il est situé au niveau du thorax, comme on peut le voir sur ces photos. Et je vous ai pris des coupes, enfin des vues de Visible Body, où j'ai enlevé au fur et à mesure certains organes pour que vous puissiez bien voir où est-ce que la masse cardiaque se situe. Donc on voit que le cœur, il est à l'arrière du sternum. C'est donc un organe qui est rétrosternal. Il se situe ici. Et il est en lien avec le diaphragme en inférieur et avec le poumon gauche sur le côté. Ensuite, le cœur, on va voir son anatomie. Donc, le cœur, c'est un organe à 4 cavités. On a dit qu'il était musculaire. Il est composé de 2 atriums, ici et là, et de 2 ventricules. Donc, à chaque fois, un atrium et un ventricule à gauche et à droite. Ensuite, le cœur est composé d'un pôle artériel. Donc, le pôle artériel, il va être composé d'artères élastiques, parce qu'on rappelle que les artères élastiques sont celles qui sont le plus proches du cœur, avec l'aorte d'un côté, le tronc de l'artère pulmonaire qui va se diviser en artère pulmonaire droite et artère pulmonaire gauche. On va également avoir un pôle veineux au niveau du cœur, composé de la veine cave supérieure, ici, de la veine cave inférieure, ici, et des veines pulmonaires. Le cœur, il est également composé de valves, on en trouve 4, et on les verra plus tard dans la suite du diapo, de 2 auricules. Les auricules, ce sont des diverticules des atriums, on les verra également sur une vue antérieure du cœur, d'un apex. Donc l'apex du cœur, c'est sa pointe. On voit que la pointe du cœur, elle est située par ici, et au niveau surtout du ventricule gauche. Et le cœur va également posséder plusieurs sillons, mais à sa surface. C'est pour ça qu'ils ne sont pas visibles sur cette vue. Donc on continue avec la forme du cœur. Le cœur a une forme assez particulière, qui n'est pas très instinctive, je trouve, mais il a une forme de pyramide, comme on peut le voir ici. Il est donc composé de 4 faces et d'une pointe, bien entendu. La pointe, c'est ce qu'on appelle aussi l'apex. Le cœur, je vais vous montrer sur une autre vue, il va avoir un grand axe dirigé en avant et à gauche. C'est pour ça que l'apex se trouve en avant et à gauche, au niveau du ventricule gauche, comme on l'a dit. Et on va tout de suite détailler les 4 faces du cœur. Donc il a une face antérieure, une face postérieure, une face médiastinale et une face inférieure. La face postérieure, donc c'est celle-ci, c'est la base du cœur. Ensuite, le cœur a donc 3 autres faces. Une face inférieure, celle du dessous, qui est en rapport avec le diaphragme. Une face antérieure, celle-ci, qui est en rapport avec le sternum. Et une face médiastinale, qui est contre le poumon gauche. Donc si je vous remontre sur cette petite représentation pyramidale du cœur, on aura la face médiastinale pulmonaire qui va être cette face-ci, celle-ci la face antérieure qui est donc sternale, en dessous la face inférieure en rapport avec le diaphragme, et la face postérieure qui est la base du cœur qu'on ne peut pas voir dans le schéma qu'on a vu ici. Ensuite, le fonctionnement du cœur. Donc le cœur, on l'a dit, c'est un muscle. Et on peut diviser le cœur sous forme de 2 cœurs, un cœur gauche et un cœur droit. Donc on va trouver ici le cœur droit et ici le cœur gauche. Chaque cœur, donc chaque cœur droit, cœur gauche, possède un atrium et un ventricule. Donc c'est un organe à 4 cavités, c'est très important. Je vais vous expliquer tout de suite la circulation au niveau du cœur. Donc en fait, les organes, ils vont utiliser l'oxygène pour fonctionner. Donc les organes vont libérer du sang qui va être désoxygéné sans oxygène. Ce sang désoxygéné va être amené au cœur par les veines caves supérieures et inférieures. Il va pénétrer au niveau de l'atrium droit, puis du ventricule droit, ensuite sortir par l'artère pulmonaire et arriver au niveau des poumons. C'est au niveau des poumons que le sang qui est désoxygéné va être oxygéné et ce processus s'appelle l'hématose.
pour ceux qui me connaissent un peu, c'est de là que vient mon surnom sur le forum. Et le sang qui va être oxygéné au niveau des poumons va revenir vers le cœur par les veines pulmonaires, ici, arriver au niveau de l'atrium gauche, puis du ventricule gauche, sortir ici par l'aorte et retourner vers les organes du cœur. Du corps, pardon, les organes du corps. Donc ça, c'est un cycle qui se répète sans cesse. Et c'est pour ça qu'on dit que la circulation est fermée. C'est un circuit fermé. Il faut faire attention parce qu'en QCM, on peut vous piéger. On peut vous dire les veines ne transportent que du sang désoxygéné. Attention, c'est faux. On a vu ici que les veines pulmonaires, qui sont donc des veines, transportent du sang qui est oxygéné suite à l'hématose. Donc ça, ce serait, le QCM, les veines ne transportent que du sang désoxygéné, c'est faux. Et pareil, on peut vous faire un QCM en vous disant les artères ne transportent que du sang oxygéné. Et pareil, c'est un QCM qui est faux, puisque ici, l'artère pulmonaire, qui est donc une artère, transporte du sang qui est désoxygéné. Voilà, ça c'était un petit tips pour les QCM. Ensuite, on va voir donc une vue antérieure du cœur. On va voir une vue antérieure puis une vue postérieure pour que vous puissiez bien différencier. Donc, ce qu'on peut remarquer en premier, c'est qu'on observe des sillons à la surface du cœur. Ici, on les observe ici. Hop. On les verra plus tard, on verra plus tard ces sillons. On observe également autre chose, c'est qu'on ne peut pas observer l'atrium gauche sur cette vue antérieure, puisque l'atrium gauche est caché ici par l'atrium droit. En fait, l'atrium gauche, il est donc postérieur et il est horizontal, il est disposé comme ça par rapport à l'atrium droit qui est vraiment vertical. Donc ça, c'est deux points qui sont très importants. Autre chose, on remarque bien que le tronc de l'artère pulmonaire, qui est ici, est bien en avant de l'aorte. Et ça, on le verra sur d'autres schémas, je vous le remontrerai. Et le tronc de l'artère pulmonaire donne l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite. Ça, c'est tout ce qu'on peut voir ici. Donc, sur cette vue postérieure, on remarque donc que l'atrium gauche est bien postérieur, qu'il est bien sous forme horizontale. Vous voyez, il est vraiment horizontal. On remarque également, donc ici, comme je vous l'avais dit, que le tronc de l'artère pulmonaire est avant l'aorte, et aussi un sillon par ici. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure qu'il y avait un cœur gauche et un cœur droit, il y a donc aussi deux circulations. Il y a la petite circulation et la grande circulation. La petite circulation, c'est celle qui se trouve ici, entre le cœur et les poumons. Si on dit petite circulation, c'est parce qu'on imagine que le circuit entre le cœur et les poumons, c'est vraiment plus petit que le circuit qu'il y aura entre le cœur et les organes. Ça, c'est pour vous aider à retenir. La grande circulation, du coup, c'est entre le cœur et les organes. C'est celle-ci. Donc, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qui compose chaque circulation. Donc, la petite circulation, elle est composée, donc en fait, voilà, la petite circulation, elle va être composée par le ventricule droit, ensuite par l'artère pulmonaire, par les poumons, par les veines pulmonaires et par l'atrium gauche. Alors que la grande circulation, elle sera composée du ventricule gauche, de l'aorte, des organes, des veines caves inférieures et supérieures et de l'atrium droit. Continuons avec les sillons. Donc, je vous l'ai dit plusieurs fois, à la surface du cœur, on peut observer des sillons et on en trouve 4. Donc, vous les voyez ici en jaune. Hop, et celui-là qui n'est pas, pas colorié. Donc, quels sont ces 4 sillons? On va retrouver des sillons atrio-ventriculaires et des sillons interventriculaires. Donc, le premier, c'est le sillon atrio-ventriculaire droit, donc entre l'atrium et le ventricule droit, entre l'atrium et le ventricule droit, donc le sillon atrio-ventriculaire droit. Ensuite, le sillon interventriculaire antérieur. Interventriculaire entre les ventricules, antérieur sur la face antérieure du cœur, donc entre les ventricules en antérieur. Ensuite, le sillon atrio-ventriculaire gauche, donc entre l'atrium et le ventricule gauche, atrium gauche, ventricule gauche ici. Et ensuite, le sillon interventriculaire postérieur, entre les ventricules en postérieur, c'est celui-là. Ces sillons sont très importants parce qu'ils permettent le cheminement des artères coronaires. On verra après ce que c'est que les artères coronaires en détail. Les artères coronaires vont être les artères qui irriguent le cœur, donc qui permettent au cœur d'être perfusé. Et ces sillons, ils sont recouverts de graisse. Ça, c'est important aussi. Et il faut noter que la réunion de tous ces sillons, elle se fait ici, c'est ce qu'on appelle la croix des sillons, et c'est en postérieur du cœur. On va continuer.
Les cavités cardiaques. Donc pour rappel, je crois que je l'ai dit à peu près 10 fois déjà, le cœur est composé de 4 cavités. Donc à chaque fois 2 atriums, 2 ventricules. Un atrium à gauche, un ventricule à gauche, un atrium à droite, un ventricule à droite. Et on va donner des informations plus particulièrement sur chaque type de cavité. Donc les atriums, ils ont des valves qui sont centrées sur leur paroi antérieure. Donc on va avoir 2 valves, les valves tricuspides et la valve mitrale. Je vais vous mettre le schéma tout de suite. Voilà. Donc la valve tricuspide qui est à droite et la valve mitrale qui est ici à gauche, entre l'atrium et le ventricule à chaque fois, et donc sur leur paroi antérieure. En revanche, pour les ventricules, il faut noter que les valves sont des valves sigmoïdes, ce sont des valves particulières. On détaillera la différence entre les valves atrioventriculaires et les valves sigmoïdes ensuite. Donc les ventricules, les parois supérieures des ventricules possèdent des valves. Donc 2 types de valves sigmoïdes, la valve sigmoïde de l'artère pulmonaire à droite et la valve sigmoïde aortique à gauche. Donc si on regarde sur le schéma, on va voir ici la valve aortique entre le ventricule gauche et l'aorte. Et ici, la valve pulmonaire entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Donc, autre chose, les ventricules, contrairement aux atriums, et les 2 ventricules, sont composés d'une chambre atriale et d'une chambre de chasse systolique. Pardon. Donc, je vais vous les montrer. Voilà. Donc ça, c'est une autre représentation du cœur, où on voit on voit l'atrium droit ici, et le ventricule droit ici, avec des zooms sur l'intérieur des 2 cavités. Moi, ce que je voudrais vous montrer, qui est important sur ce schéma, c'est qu'on peut voir les différentes chambres des ventricules. Donc ça, c'est le ventricule droit. On remarque ici la valve qui va séparer l'atrium droit du ventricule droit, c'est donc la valve tricuspide. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on voit que le ventricule, il est entre guillemets divisé en 2 chambres. Une chambre ici principale. Là, il y a une séparation. Et une autre chambre ici en A. Vous voyez, A, B et la séparation en noir. Donc, la chambre B, c'est la chambre atriale. Donc, la chambre atriale, elle va recevoir le sang qui va être éjecté par l'atrium dans le ventricule. Ensuite, la chambre A qui est ici, c'est la chambre de chasse systolique. C'est la chambre qui va contenir le sang qui va être éjecté ensuite dans les artères. Et qu'est-ce qui fait la séparation entre ces 2 chambres? C'est ce qu'on appelle l'éperon de Wolff, qui est ici. L'éperon de Wolff sépare les 2 chambres du ventricule. Pardon. Et c'est un repli d'endocarde. Autre chose d'important qu'on peut noter sur ce ventricule droit, c'est la bandelette septomarginale qui se trouve ici. C'est le lieu où s'insèrent les cordages qui vont permettre de soutenir les valves atrio-ventriculaires. Mais les cordages, tout ça, je vous expliquerai après. Vous embêtez pas avec les noms tout de suite. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une bandelette septomarginale qui s'appelle aussi un pont de parenchyme qui relie la paroi interne du ventricule droit avec la paroi marginale du ventricule droit, comme ceci. Et donc, c'est sur cette bandelette que s'insèrent les cordages des valves. Et j'ai oublié de vous dire aussi que c'est le lieu de passage de la branche droite du faisceau de His. Et pour rappel, le faisceau de His, c'est le faisceau électrique qui va irriguer le cœur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette diapo. Ensuite, les valves atrio-ventriculaires. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y avait des valves atrio-ventriculaires et des valves sigmoïdes. On va voir qu'il y a une différence entre les deux. Donc là, on va s'intéresser aux valves atrio-ventriculaires. Ensuite, on s'intéresse aux valves sigmoïdes. Donc, les valves atrio-ventriculaires, c'est celles qui vont séparer l'atrium et le ventricule. Alors que les valves sigmoïdes, c'est celles qui vont séparer le ventricule avec les artères, aorte et artère pulmonaire. Donc, les valves atrio-ventriculaires, donc c'est au niveau des atriums droit et gauche, on va trouver des valves atrio-ventriculaires. On va trouver 2 types de valves, donc une à gauche, une à droite. À droite, la valve tricuspide, à gauche, la valve mitrale. Donc la valve tricuspide et la valve mitrale, elles ont des différences. La valve tricuspide, elle possède 3 cuspides, tricuspide, 3 cuspides. La valve mitrale, elle n'en possède que 2. Attention parce que ça peut faire le sujet d'un QCM. Qu'est-ce que c'est que des cuspides? Donc les cuspides, c'est ce qu'on observe ici.
les petits voiles gris, blancs. Et en fait, ce sont des replis d'endocarde. Il faut noter que comme la valve tricuspide possède 3 cuspides, il faut les différencier. Donc, on leur donne des petits noms, on va dire. Donc, une cuspide septale, une cuspide antérieure, une cuspide postérieure. Je ne vous demande pas pour l'instant de retenir qui est quoi, qui est qui. Mais on verra ça plus tard quand on commencera, quand on vous donnera des fiches d'anatomie. Et petite chose intéressante, c'est que ces valves, donc qui sont ici, elles sont retenues par des cordages tendineux, donc c'est comme des petites cordes qui les retiennent. Et ces cordages sont eux-mêmes insérés sur des muscles papillaires. Les muscles papillaires, ce sont des muscles du cœur. Ces cuspides, elles permettent aussi l'écoulement du sang à sens unique, parce que donc, les valves atrioventriculaires, c'est l'atrium au-dessus, le ventricule en dessous, la valve au milieu. Et en fait, c'est l'atrium qui va éjecter le sang dans le ventricule. Mais on ne veut pas que ce sang il repasse du ventricule à l'atrium. Ce serait contre-productif. Donc en fait, on veut que le sang n'aille que dans un sens. Et ces cuspides, elles permettent de verrouiller le sang et de permettre que le sang n'aille que dans le sens atrio-ventriculaire. Voilà. Ensuite, on continue avec les valves sigmoïdes. Donc les valves sigmoïdes, ce sont des valves qui vont être entre le ventricule et les artères, c'est ce que je vous ai dit. Donc les valves, il y a des valves de l'artère pulmonaire et de l'aorte, et les deux sont des valves du coup sigmoïdes. Les valves sigmoïdes, il ne faut pas les confondre avec les valves atrio-ventriculaires, puisqu'elles sont différentes. Elles sont en nid de pigeon, donc c'est une forme un peu particulière, et elles ne possèdent pas de cordage, donc attention. Les valves atrioventriculaires, des cordages. Les valves sigmoïdes, pas de cordage. Ok, pas de cordage. Et il faut noter aussi que les valves sigmoïdes possèdent 3 cuspides, comme ceci, à chaque fois, que ce soit aortique ou pulmonaire. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut vous piéger dans les QCM en vous disant la valve aortique est tricuspide, c'est vrai, mais c'est une valve atrioventriculaire, c'est faux. Attention, c'est une valve sigmoïde. Donc c'est pareil, ça permet, ces valves permettent le sens unidirectionnel du sang, et cette fois-ci du ventricule jusqu'aux artères. Et ces valves-ci marchent non pas avec des cordages et des muscles papillaires, mais elles fonctionnent en fonction de la pression que l'on va retrouver entre le ventricule et l'aorte. On verra ça plus tard dans le semestre. On continue maintenant avec la systole et la diastole. Donc, vous avez déjà un peu vu ce que c'était la systole et la diastole en biophile, me semble, au premier semestre. Donc, la diastole, c'est la contraction simultanée des deux atriums. Elle est précédée par la fermeture des valves sigmoïdes et elle est suivie par la fermeture des valves atrioventriculaires. Et donc, la diastole, elle permet l'éjection du sang depuis les atriums vers les ventricules. Et on peut le voir ici sur ce schéma. Donc ça, ce schéma, il représente la diastole, puisque les valves atrioventriculaires sont ouvertes pour permettre le passage du sang entre l'atrium qui est au-dessus et le ventricule qui est en dessous. En revanche, les valves sigmoïdes sont fermées, donc le sang ne va pas sortir du ventricule. Ensuite, la systole, c'est la contraction simultanée des deux ventricules, cette fois-ci, donc non pas des deux atriums, des deux ventricules, faites très attention. Elle est précédée par la fermeture des valves atrio-ventriculaires et elle est suivie par la fermeture des valves aortiques et pulmonaires. Et la systole, elle permet donc l'éjection du sang des ventricules jusque dans les artères et donc ensuite dans les organes du corps. Quelque chose de super intéressant et que vous utiliserez en P2 et surtout lorsque vous ferez vos stages, c'est pendant l'auscultation. On peut écouter les bruits du cœur, et quand on cherche les bruits du cœur, on cherche à entendre deux bruits, qui sont le bruit B1 et le bruit B2, donc B1 qui fait toum et B2 qui fait ta. Donc ça va être une succession de toum ta, toum ta, toum ta, et ça va être le bruit B1 et B2 qui sont sous forme de cycle. Il faut noter que le bruit B1, il est entendu lors de la fermeture des valves atrioventriculaires, ici. Là, il y aura le bruit B1. Alors que le bruit B2, il est entendu lors de la fermeture des valves sigmoïdes, ici. Voilà, c'est juste un petit truc en plus. Et continuons avec la vascularisation du cœur. Donc, comme tous les organes du corps, le cœur il nécessite une vascularisation. Donc, il a besoin d'être perfusé, de recevoir de l'oxygène, les flux sanguins, quoi, parce que c'est un organe comme un autre. Donc, comment est-ce que le cœur il va être vascularisé? Ça va être possible grâce aux artères coronaires. Donc, ce sont des artères qui vont uniquement servir à la perfusion du cœur.
Et ces artères, elles cheminent tout autour du cœur sous forme d'une couronne. C'est pour ça que je vous ai mis ici une petite couronne. Voilà, comme ça, vous n'oublierez pas. Et d'où elles proviennent, ces artères coronaires? Donc, elles proviennent, donc on a l'aorte comme ceci, elles proviennent de l'aorte, elles vont irriguer notre cœur en couronne, et ensuite, elles vont terminer leur course, elles vont s'aboucher au niveau du sinus veineux coronaire qui se trouve au niveau de l'atrium droit. Pour l'instant, je ne vous montre pas, c'est un peu trop compliqué pour le moment, mais vous verrez ça pareil au fur et à mesure du semestre. Donc, ces artères coronaires, on en trouve deux, une à gauche et une à droite. Enfin, du coup, si je suis le diapo, une à droite et une à gauche. Donc, l'artère coronaire droite, elle va être divisée en 3 segments. C'est-à-dire qu'on va dire le segment 1 de l'artère coronaire droite, ou le segment 2 de l'artère coronaire droite, ou le segment 3 de l'artère coronaire droite. Et cette artère coronaire droite va donner 2 autres artères. Je vous montre tout de suite. Pardon. Voilà. Donc, l'artère coronaire droite, qui est ici, va donner l'artère qui va irriguer le nœud sinusal et l'artère infundibulaire de Vieux-Sens, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, de Vieux-Sens, qui va faire le tour du tronc pulmonaire, du tronc de l'artère pulmonaire. La coronaire droite, elle va aussi donner des branches atriales, ici, ventriculaires, ici, et puis marginales, ici. Ensuite, il y a une artère, donc coronaire droite, on l'a dit, on vient de la voir. C'est celle qui était en rouge, hop là, et on la voit un peu en arrière. Maintenant, il y a aussi une artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche, elle n'est pas divisée en segments, c'est que la droite. L'artère coronaire gauche, elle va donner 2 artères. L'artère interventriculaire antérieure, donc qui va donc passer au niveau du sillon interventriculaire antérieur. Et elle va donner par ici, donc en arrière, l'artère circonflexe qui va passer au niveau du sillon atrioventriculaire gauche et du sillon interventriculaire postérieur. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Les artères coronaires, elles vont vasculariser le cœur et elles vont cheminer au niveau des sillons. Donc, ces sillons qui sont recouverts de graisse. Je vous le rappelle qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, par exemple, dans le sillon interventriculaire antérieur, dans le sillon interventriculaire postérieur, dans le sillon atrioventriculaire gauche, enfin, vous voyez, c'est vraiment l'endroit où cheminent les artères coronaires. Je crois que je vous ai tout dit pour ça. Et maintenant, on va passer à la coronarographie. La coronarographie, c'est un examen qui est utilisé en cardiologie et qui permet de mettre en évidence des sténoses au niveau des artères coronaires du cœur, donc surtout quand il y a des ischémies, des infarctus du myocarde. Donc, comment est-ce qu'on procède pour les coronarographies? On utilise un produit de contraste et ça va permettre de visualiser, regarder les artères coronaires. Hop, donc ça c'est un schéma pour vous illustrer la coronarographie, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. C'est juste pour vous. Ensuite, on continue avec le péricarde. Donc le péricarde, qu'est-ce que c'est? Le péricarde, si on a notre cœur comme ça, voilà, c'est une tasse de thé. Le péricarde, ça va vraiment être une enveloppe, hop, comme ceci, qui va entourer le cœur. Voilà, c'est vraiment schématisé comme ça. Ça va être notre cœur, comme ça, qui va être entouré, protégé par une enveloppe qui s'appelle le péricarde. Et du coup, à quoi il sert ce péricarde s'il entoure le cœur? À plusieurs choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, le protéger, parce que le cœur, c'est quand même un organe important, qui est un petit peu fragile quand même, il faut vraiment le protéger. Donc l'enveloppe, elle est là pour ça, elle protège. Aussi, elle va faciliter les mouvements cardiaques, parce que le cœur, il se contracte, donc il a besoin de bouger. Donc ce péricarde va faciliter ce mouvement. Et pour finir, le cœur, il doit être stable dans le corps, il ne doit pas bouger. Enfin, il doit bouger pour ses propres mouvements, mais il ne doit pas se déplacer à l'intérieur du corps, sinon ça ne va plus. Donc le cœur, il doit être fixé dans le corps, et cette fixation, elle se permet aussi grâce au péricarde. Donc le péricarde, il a vraiment plein de rôles. Et donc pour faire simple, le péricarde, il se décompose en deux. On va avoir un péricarde séreux et un péricarde fibreux. Le péricarde séreux, mon mot technique, c'était séreux, ça serre, du coup ça enserre le cœur. Donc le péricarde séreux, c'est celui qui enserre le cœur, qui est le plus proche du cœur. Donc ça, c'est notre cœur. Voilà. Le péricarde séreux, c'est celui qui est le plus proche, il est collé.
Et ensuite, on a le péricarde fibreux qui arrive en plus derrière, comme ça. Donc en gros, ça fait cœur, péricarde séreux, péricarde fibreux. Et bien sûr, puisque tout est toujours plus complexe, le péricarde séreux, il va se diviser lui-même en 2 feuillets. Donc, je rappelle, on a notre cœur, notre péricarde séreux, notre péricarde fibreux. Et là, le péricarde séreux qui enserre le cœur, il va se diviser en 2, hop, comme ça, là. Et là, le premier, c'est le feuillet viscéral, et le deuxième qui est là, c'est le feuillet pariétal. Le feuillet viscéral, comme son nom l'indique, viscère, ça veut dire qu'il va être contre les viscères, donc le plus proche du cœur. Et le feuillet pariétal, il va être un petit peu plus loin. Et entre les deux, entre ces deux feuillets qui forment le péricarde séreux, on va avoir là, une cavité qui s'appelle la cavité péricardique. Et cette cavité péricardique, elle permet les mouvements cardiaques. Et du coup, après, donc on a notre cœur, notre péricarde séreux, composé des deux feuillets. Et ensuite, on a le troisième qui est là, qui est le péricarde fibreux. Le péricarde fibreux, lui, il va servir à quoi? Il est le plus extérieur du cœur, enfin le plus extérieur au cœur. Donc du coup, il va servir à quoi? Il va être en lien avec le reste du corps, donc il va permettre l'amarrage du corps au cœur. Donc comment est-ce qu'il va faire? Il va créer des ligaments. Donc ça, c'est notre petit cœur, hop, avec le péricarde fibreux qui l'entoure. Donc fibreux, c'est celui qui est le plus à l'extérieur, c'est pour ça que là, c'est celui-là qu'on voit. Et on voit qu'il forme des ligaments qui sont en bleu. Donc un ligament entre le cœur et le sternum, donc pour permettre de maintenir le cœur au sternum, qui s'appelle le ligament sternopéricardique. Ensuite, un ligament, ici, entre le cœur et le diaphragme, donc le ligament phréno-péricardique, parce que phrénique, c'est un peu un synonyme de diaphragme. Et ensuite, un ligament, ici, qui relie le péricarde, donc toujours fibreux, donc le cœur, aux vertèbres, donc un ligament vertébro-péricardique. C'est exactement ce qui est marqué là. Donc, le péricarde fibreux qui donne des ligaments qui permettent l'adhérence du cœur aux structures. Et voilà les 3 ligaments que je vous ai cités et montrés. C'est juste un autre petit schéma pour vous remontrer ce que je vous ai fait avec le stabilo en fait. Avec le myocarde, c'est le cœur, autour le péricarde séreux, le péricarde fibreux, voilà, c'est tout. Ça résume. Et du coup, on va terminer ce cours sur les récessus. Qu'est-ce que c'est que les récessus? Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont postérieurs. Ça, c'est hyper important. Parce que si on vous dit dans un QCM, le récessus est antérieur, non, absolument faux. Donc un récessus, c'est postérieur. Et qu'est-ce que c'est? C'est un diverticule. Donc un diverticule qui va être dessiné par le péricarde séreux. Donc séreux, il serre, c'est le plus proche du cœur, au niveau du pédicule veineux ou du pédicule artériel. Ok, donc c'est que au niveau des pédicules veineux ou artériels. Ça ne peut pas être au niveau des ventricules. Vous voyez, là, il n'y en a pas. Et quoi d'autre? Et c'est tout. Donc du coup, il y en a 3. Le récessus d'Allison, le récessus transverse de Tail et le récessus oblique. Oui, le récessus d'Allison, donc il va être noté en C et en 10, donc c'est ce qu'on trouve là. C'est un grand récessus qu'on trouve au niveau des veines pulmonaires, à droite et à gauche. On trouve aussi le récessus transverse de Tail, qu'on appelle juste récessus de Tail, qui est un récessus qui est autour, donc en A, ici, qui est autour du pédicule artériel, parce que là on a l'aorte et l'artère pulmonaire, donc au niveau du pôle artériel, et du pôle veineux, puisqu'il est au niveau de la veine cave supérieure. Donc il se trouve là. Et ensuite, on va avoir un récessus oblique en D, et qui est donc en postérieur de l'atrium gauche, et toujours en rapport avec ici le pédicule veineux, puisqu'il y a les veines pulmonaires. Voilà, donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y en a 3, et les récessus sont très importants. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc là, on a terminé. Attendez, je vous ai mis un cœur aussi ici, pour que vous le voyez. On a terminé pour du coup le cours, le gros du cours quoi. Et là, c'est juste des petits trucs genre pour aller plus loin. Si vous voulez en apprendre plus sur le cœur, donc ça, c'est des petites choses que vous verrez au cours du semestre, mais qui sont un petit peu moins importantes. Donc, je vous ai dit que les récessus, ils étaient très importants, mais je ne vous ai pas dit pourquoi, parce que on va le dire tout de suite. Ils sont importants parce qu'ils permettent aux chirurgiens de glisser la main, donc surtout au niveau du récessus transverse de Tail. Donc, je vous le remonte. Hop. Le récessus transverse de Tail qui est en A, hop, qui passe ici entre les pédicules artériels et les pédicules veineux. Donc, c'est l'endroit où les chirurgiens vont pouvoir passer la main pendant les opérations et ça va faciliter nos interventions chirurgicales. Ensuite, on imagine bien
que comme notre cœur, donc la tasse, elle est recouverte tout autour de sa petite enveloppe, on imagine bien que du coup, la portion initiale des gros vaisseaux, donc des veines caves, de l'aorte, etc., elle va être péricardisée. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez bien ici, là, ça c'est la portion initiale de la veine cave supérieure, elle va être péricardisée. Également pour l'aorte, pour l'artère pulmonaire, même ici pour les veines pulmonaires, enfin vous voyez, ça paraît logique. Et un dernier petit truc qui peut être sympa à savoir, c'est que les portions qui sont non péricardisées et à proximité des récessus laissent l'opportunité aux épanchements de se créer. Voilà, c'est un petit truc en plus et on reverra tout ça plus particulièrement dans les fiches. Et du coup, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été assez claire et que ce cours vous aura plu. En tout cas, moi, c'était trop un plaisir de le faire et puis de vous parler, et même si on n'est pas face à face. Et en tout cas, je voulais juste vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en avez encore, vous avez toutes les capacités, que c'est pas pour rien et que nous, on va être avec vous tout au long du semestre pour vous aider. Et on a hâte de vous rencontrer en vrai et de pouvoir vous apporter notre aide. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée. Enfin non, parce que je crois qu'on va continuer tout de suite avec la deuxième vidéo. Voilà. Ok, donc là, on vient de faire le cours sur le cœur. Donc, on va continuer sur le cours qui concerne le thorax et les poumons. Donc ça, c'est la même page de présentation, on passe. Donc voilà le sommaire. Donc dans ce cours-là sur le thorax et les poumons, on va parler du thorax en général. Je vais vous montrer une vue globale pour que vous compreniez tout ce qui se passe au niveau du thorax. Ensuite, on verra ce que c'est que le médiastin et sa nomenclature. Ensuite, on verra chaque organe du médiastin. On a déjà parlé du cœur, donc on ne verra pas celui-là. Mais on verra les poumons en premier, puis la trachée, puis les bronches, puis les nerfs et un petit document pour aller plus loin. Donc, pour commencer, le thorax. Donc, voici une vue de face du thorax avec différents éléments qui sont importants dont on va parler. Donc, on retrouve la trachée ici, donc, qui est en arrière des gros vaisseaux du cœur. Ici, on retrouve la masse cardiaque dont on a déjà parlé. Et l'appareil pleuropulmonaire, donc pleuropulmonaire sur les côtés, composé des poumons et de la plèvre qui va entourer les poumons. Et tout ceci est posé sur le diaphragme. Voilà, ça repose sur le diaphragme. Donc, on continue sur les lignes anatomiques de surface. Donc, en fait, le thorax, c'est une zone qui regroupe de nombreux éléments de structure. C'est pour ça que, pour faciliter la localisation de ces éléments, on a décidé de créer un découpage un peu imaginaire du thorax grâce à des lignes anatomiques de surface. En fait, ça va nous permettre, par exemple, pendant une intervention chirurgicale ou avec un accident, de bien différencier quelle zone du thorax a été touchée, où, et voilà, vraiment quelque chose de précis. On va avoir 3 lignes anatomiques de surface qui vont différencier 9 cadrans, que vous verrez avec Stella dans l'appareil digestif, ou je crois que c'est ça. Donc, la première ligne, c'est la ligne médioclaviculaire. Donc, médioclaviculaire, médio au milieu, claviculaire des clavicules. Ça va être deux lignes donc qui sont symétriques, qui passent au niveau des clavicules, au milieu des clavicules. Et ce sont des lignes verticales. Il faut faire attention, elles sont en dedans des mamelons. Et les mamelons sont en dehors. Ça peut vraiment faire le siège d'une question QCM. On va également avoir les lignes bimamelonnaires au niveau des deux mamelons. On va aussi retrouver une ligne bisocostale qui va être au niveau du bord inférieur des côtes. On continue avec le médiastin. Qu'est-ce que c'est le médiastin? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot médiastin, ça veut dire au milieu. Donc le médiastin, ça va être les organes qui vont être au milieu du thorax, entre les poumons qui sont sur le côté, l'appareil pleuropulmonaire, et le rachis en arrière. Donc là, c'est l'arrière, et ici, c'est l'avant. Donc, quels sont les organes qu'on retrouve? On va retrouver le cœur en avant, suivi de la trachée, l'œsophage, les gros vaisseaux du cœur, donc ici, il y a l'aorte qui est représentée. Il faut également faire attention parce que sur cette vue, on voit ici la représentation de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale. En fait, la plèvre, comme le péricarde, comme le péritoine, ce sont des enveloppes qui vont entourer les organes du thorax et ce sont 3 enveloppes qui vont venir de la cavité célomique de l'embryon. Ici, on est sur la plèvre, donc au niveau des poumons. Le péricarde, c'était autour du cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on vient de le voir.
Et la plèvre, elle se différencie en deux. La plèvre viscérale donc, qui entoure les viscères, donc les poumons, et la plèvre pariétale qui est proche de la paroi pariétale et donc qui est proche de la paroi. On voit à l'intérieur que se délimite une cavité. Et en fait, cette cavité, qui est l'espace pleural, c'est une cavité qui est virtuelle. Une cavité virtuelle, ça veut dire que c'est une cavité qui n'existe pas vraiment. C'est une cavité, en fait, les deux plèvres, elles sont toujours collées l'une contre l'autre. Mais en revanche, elles peuvent s'écarter et la cavité peut donc exister. C'est une cavité virtuelle, c'est une cavité qui est vide, mais qui peut se remplir. Et comme exemple typique, on peut prendre le vagin. Et dans les cas pathologiques, l'espace pleural peut se remplir. Cet espace peut se remplir de deux choses, soit d'air, ça va faire un pneumothorax, soit de liquide comme le sang, un hémothorax. On va passer. Donc là, on vient de voir ce que c'était que le médiastin. Maintenant, on va voir ce que c'est que sa nomenclature, parce qu'il il faut être précis. Donc, il existe deux nomenclatures. La nomenclature d'après Ovelac et la nomenclature internationale. Celle que vous allez vraiment utiliser le plus dans votre vie de médecin, ce sera la nomenclature internationale. C'est celle vraiment de référence. En revanche, en première année, on peut vous demander et vous poser des questions sur le médiastin d'Ovelac, donc vraiment apprenez les deux. On va commencer par le médiastin d'Ovelac. En gros, la différence principale entre les deux, c'est qu'elles ne sont pas centrées sur la même chose. Le médiastin d'Ovelac, il est centré sur la trachée, alors que la nomenclature internationale est centrée sur la masse cardiaque. Donc, le médiastin d'Ovelac, il est centré sur la trachée. Donc, avant la trachée, c'est le médiastin antérieur. Au niveau de la trachée, c'est le médiastin moyen. Après la trachée, c'est le médiastin postérieur. Alors que dans la nomenclature internationale, centrée sur la masse cardiaque, qui est ici, le médiastin antérieur sera avant la masse cardiaque. Le médiastin moyen sera au niveau de la masse cardiaque. Le médiastin postérieur sera après la masse cardiaque. Attention, dans la nomenclature internationale et seulement dans celle-ci, on retrouve un médiastin supérieur et un médiastin inférieur qui se trouvent au niveau de la carène. La carène, on verra tout à l'heure ce que c'est, vous ne prenez pas la tête avec ça, mais c'est en TH5. TH5 qui est ici. Donc au-dessus de TH5, c'est le médiastin supérieur. En dessous de TH5, c'est le médiastin inférieur. Maintenant qu'on a vu la nomenclature, on va voir les organes en général qui composent le médiastin. Donc, les organes du médiastin. Le médiastin, qui est ici, il est entouré par le sternum, qui est donc une structure osseuse, et par le rachis, qui est une structure osseuse. Donc le rachis et le sternum, je les ai mis au niveau des organes du médiastin, mais ils ne font pas partie des organes du médiastin. C'est juste pour vous permettre de voir d'avant en arrière comment les choses se succèdent. Donc d'avant en arrière, on aura le sternum, qui est ici, donc c'est une structure osseuse, le cœur, la masse cardiaque, la trachée, l'œsophage, l'aorte, qui est ici, et le rachis. Attention, il faut noter que le rachis, il va être différent selon les endroits où on se situe dans le corps. C'est-à-dire que le rachis cervical et le rachis thoracique, lombaire, on ne va pas avoir le même nombre de vertèbres du tout. Moi, ici, je m'occupe que du rachis thoracique, pardon. Donc, je vais juste vous notifier que le rachis thoracique, il est composé de 12 vertèbres thoraciques. Autre chose, c'est que donc, le médiastin, il est au-dessus du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Il est très important et c'est le muscle sur lequel repose le cœur et les poumons. On va avoir entre le diaphragme, ici, et le rachis, un espace qui s'appelle l'espace inframédiastinal postérieur. Encore quelque chose d'important à noter, c'est que, comme on le voit sur ce schéma-là, le thorax, il est divisé en plusieurs courbures. On va avoir une courbure cervicale, une courbure ici thoracique dorsale et une courbure lombaire. Donc ici, on est au niveau thoracique, donc c'est le niveau de la syphose dorsale, et on va dire que c'est une syphose. Ici, c'est une courbure qui est une syphose. On va avoir une courbure au-dessus qui s'appelle une lordose, et une courbure en dessous qui aussi s'appelle une lordose. Moi, j'avais un moyen mémotechnique pour me rappeler que c'était une succession de lordose, syphose, lordose. C'était LCL, la banque LCL, ça fait LCL, lordose, syphose, lordose. Voilà. Ensuite, on continue et on va s'intéresser aux poumons. Donc les poumons, ah oui, bien sûr, ils n'étaient pas représentés sur cette coupe, mais ils sont situés au niveau du thorax. Ils entourent, c'est ce que je vous disais, ils entourent les organes du médiastin. Donc les poumons, comme on le voit ici sur le schéma, ils ont une forme de pyramide avec un sommet supérieur
et une base inférieure. La base, je vous rappelle qu'elle est posée sur le diaphragme. Et on peut situer différentes choses au niveau de ces poumons. On peut situer des scissures, ici, et différents lobes. Donc, on va avoir 3 lobes au niveau du poumon droit et on va avoir 2 lobes au niveau du poumon gauche. Et on va avoir 2 scissures au niveau du poumon droit et une scissure au niveau du poumon gauche. Donc, je vais tout de suite vous dire comment s'appelle quoi et qui, comme ça ce sera plus simple. Donc, cette partie, c'est le lobe supérieur du poumon droit. Ici, c'est le lobe moyen du poumon droit, le lobe inférieur du poumon droit, le lobe supérieur du poumon gauche et le lobe inférieur du poumon gauche. Vous voyez en fait que chaque lobe est séparé les uns des autres par une scissure en fait. Donc au niveau du poumon droit, on aura la grande scissure. Une grande scissure, comment retenir que c'est la grande? Parce qu'on voit bien que c'est la plus grande. Et la petite scissure. Et ici, on aura la scissure oblique. La grande scissure, elle va permettre de limiter le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur. La petite scissure, elle va permettre de délimiter le lobe supérieur du lobe moyen. Et ici, la fissure oblique, les deux seuls lobes qui existent. Donc, comme je viens de vous le dire, le poumon gauche et le poumon droit, ils ne sont vraiment pas identiques. Le poumon droit, il est composé de 3 lobes, on vient de le voir, et le poumon gauche de 2 lobes. Donc, comment est-ce que moi je retenais? Je retenais que droit et 3, ça rime. Donc, le poumon droit, 3 lobes. Donc, le poumon droit, il possède 3 lobes, on vient de le voir, un lobe supérieur, un lobe moyen, un lobe inférieur, alors que le poumon gauche, il n'a que 2 lobes, un lobe inférieur et un lobe supérieur. Et autre chose que j'ai oublié de vous montrer juste ici, le lobe inférieur du poumon droit, au niveau de son sommet, c'est ce qu'on appelle le sommet de Fowler. C'est important à retenir pour plus tard. Et au niveau du poumon gauche, du lobe supérieur du poumon gauche, il est un seul lobe en fait. Mais comme il est un peu grand, etc., on peut le diviser à peu près en 2 lobes, entre le culmen ici, et l'ingulaire ici. L'ingula ici. Donc culmen, moi ça me faisait penser à culminer, donc du coup c'était plus au-dessus, alors que l'ingula, c'est vraiment la base. Donc c'est ce qui est marqué ici, culmen haut du lobe supérieur, l'ingula base du lobe supérieur, et le sommet de Fowler qui se situe au sommet du lobe inférieur. Attention, cette vue que je viens de vous montrer des poumons, c'est pas une vue comme on pourrait l'imaginer de face, comme ça, une vue coronale, une vue de face. C'est pas les poumons comme on les voit avec un patient en face de nous. Cette vue ici, c'est une vue qu'on appelle sagittale. C'est ce que je vous ai mis ici. C'est comme si on avait coupé ici, comme ça. Donc en fait, c'est les poumons en vue de côté, ici. Donc en fait, pour mieux que vous compreniez, je vous ai fait des coupes sur Visible Body. Et donc, pour bien voir comment est-ce qu'on voit les poumons en fonction de comment est-ce qu'on tourne autour d'un corps. Donc ici, on va avoir la vue antérieure des poumons. On va avoir le poumon droit, le poumon gauche. On voit bien que le poumon droit, il y a 3 lobes, alors que le poumon gauche, seulement 2. Après, ici, on va voir une vue du poumon gauche, celle-ci. Donc ça va être une vue sagittale, en fait. C'est celle qu'on a vue juste là. Vous voyez, c'est vraiment la même. Vous voyez que le lobe inférieur, il est plutôt postérieur. On le voit vraiment peu en antérieur. Ici, on va voir la vue du poumon droit. Donc c'est celui-là. C'est pareil, on voit bien qu'il y a 3 lobes différents et on voit bien que le lobe inférieur est beaucoup plus postérieur. Et donc voilà, la vue postérieure des poumons avec le lobe inférieur et le lobe supérieur. On va passer maintenant à la trachée. La trachée est composée d'environ 15 anneaux cartilagineux. En fait, il faut que vous vous imaginiez dans vos têtes un peu un lombric. Donc un lombric, ça va être, vous savez, le ver de terre. Le ver de terre, il est vraiment composé sous forme d'anneaux. Et la trachée, c'est la même chose ici. Ça va être une succession d'anneaux, mais d'anneaux formés de cartilage. En fait, le cartilage, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Donc des anneaux cartilagineux, et on voit qu'ils ne sont pas fermés en fait, ils sont ouverts en arrière. C'est très important. Donc ce cartilage, qui forme la trachée, ouvert en arrière, il est tout entouré d'une tunique fibreuse, de partout. Et en arrière, il va fermer le cartilage. Et donc, la tunique fibreuse qui ferme le cartilage en arrière, ça a un nom, ça s'appelle la membrane trachéale. Et en fait, ça a comme une forme, un son de tambour, ça fait tam, tam, tam quand on tape, mais ça n'arrive pas souvent de taper au niveau de la membrane trachéale.
Mais voilà, on nous le dit dans le cours, donc c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Et au niveau de la face interne du cartilage, on va retrouver ici une muqueuse bronchique respiratoire. Et entre cette muqueuse bronchique respiratoire et la membrane trachéale, on trouve un muscle trachéal. Donc ça, c'est la structure globale de la trachée. Voilà, l'intérieur, comment ça se forme. Et autre chose qui est important à savoir, c'est comment la trachée est appelée en fonction de l'endroit où elle se situe dans le corps. On va avoir la trachée ici, qui est la trachée qui s'appelle cervicale. Pardon. Après, on va avoir l'incision jugulaire du sternum. Donc l'incision jugulaire du sternum, c'est ce que vous pouvez toucher avec vos doigts ici, vous savez, qui suit la limite de la clavicule. On va avoir l'incision jugulaire du sternum. Et donc la trachée cervicale, au niveau de l'incision jugulaire du sternum, ici, elle devient trachée thoracique. La trachée thoracique, au niveau de la vertèbre 5 thoracique, c'est la carène, elle devient des bronches pulmonaires. Bronche pulmonaire, ça veut dire, comme on dit, pulmonaire poumon. Donc c'est vraiment la trachée thoracique devient bronche pulmonaire devient bronche lobaire, les bronches lobaires vont aller irriguer chaque lobe des poumons, bronche lobaire devient bronche segmentaire. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'incision jugulaire du sternum ici, c'est TH2, alors que la carène, donc la bifurcation, TH5. Ça tombe en QCM. Donc, comme on le sait déjà, le poumon droit, il est composé de 3 lobes, le gauche, il est composé de 2 lobes. Donc, la bronche pulmonaire droite, elle va donner 3 bronches lobaires, et la bronche pulmonaire gauche va donner 2 bronches lobaires. La bronche pulmonaire droite et la bronche pulmonaire gauche, elles n'ont pas la même forme et la même horizontalité et verticalité. La droite, elle va être courte et verticale, alors que la gauche, elle va être longue et horizontale. Je vous montre ici. La droite, ici, elle est courte et verticale. La gauche, elle est longue et horizontale. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ça fait que, imaginons, on inhale un corps étranger. Est-ce que vous pensez que le corps étranger, il va se compliquer la vie et faire un petit parcours un peu compliqué là sur le côté horizontal, ou est-ce qu'il va tomber direct? En fait, le corps étranger, il va tomber direct dans un trajet vertical, il va continuer son trajet vertical. Donc la bronche, attendez, je vous remets. Donc la bronche pulmonaire droite, du fait de sa verticalité, elle est concernée par les cas d'inhalation de corps étrangers. Autre chose, le fait que la bronche pulmonaire gauche, ici, elle soit horizontale et longue, ça permet à quelque chose de l'enjamber. Vous voyez, il y a la place, en fait. Donc c'est l'aorte qui va enjamber la bronche pulmonaire gauche. Hop. Et comme je vous l'ai dit, la bronche pulmonaire droite, elle va se diviser en 3. La bronche pulmonaire gauche, elle va se diviser en 2. Donc droite, 3, ça rime. Donc la bronche pulmonaire droite, elle se divise en 3. En bronche lobaire supérieure, en tronc intermédiaire qui donne bronche lobaire moyenne, bronche lobaire inférieure. Je vous montre. Donc, bronche lobaire supérieure, tronc intermédiaire qui donne bronche lobaire moyenne, bronche lobaire inférieure. Et on ne le voit pas ici, mais en arrière, on aura aussi une bronche qui s'appelle la bronche de Nelson. La bronche de Nelson, elle est vraiment en arrière du tronc intermédiaire et elle va irriguer le sommet de Fowler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que le sommet de Fowler, c'était le sommet du lobe inférieur du poumon droit. On voit par contre à la différence que la bronche pulmonaire gauche, elle va donner que 2 bronches lobaires, supérieure, inférieure. C'est normal, le poumon gauche, il a un lobe supérieur, un lobe inférieur et c'est tout. Et la bronche lobaire supérieure, divisée en bronche cuminale et en bronche lingulaire. Vous savez, je vous ai montré le cumen, le lingula. Voilà. Donc, juste pour vous remontrer, c'est exactement ce qui a marqué ici. Donc ça, on vient de le voir. On continue avec les nerfs. Parce qu'au niveau du thorax, c'est normal, on a besoin de nerfs et il va en avoir 2 principaux qui vont nous intéresser, qui vont passer au niveau du thorax, le nerf phrénique et le nerf vague. Le nerf vague, c'est aussi celui qui est appelé le nerf pneumogastrique ou le nerf 10 dont Elias va vous parler avec le système nerveux. On va commencer par le nerf phrénique. Phrénique, ça veut dire, le mot phrénique veut dire associé au diaphragme. Donc le nerf phrénique, ça veut dire le nerf qui innerve le diaphragme. C'est les nerfs, c'est toujours symétrique, il y en a un à gauche, un à droite. Voilà, c'est comme ça. Et hop, pour vous le montrer, vous les montrer, un phrénique à droite, un phrénique à gauche, qui est ici, et qui passe et qui arrive au niveau du diaphragme. L'autre, il fait exactement le même chemin au niveau du diaphragme.
Je vous parle de ça juste après. Ensuite, on a le nerf vague. Le nerf vague, du coup, c'est celui qui va donner des rameaux au niveau du système digestif. C'est ce qui est marqué ici. C'est pareil, il est symétrique à gauche, à droite. Et quelque chose de très important, et si vous devez retenir une chose de cette diapo, c'est que le nerf vague, c'est un nerf parasympathique. Autre chose, au niveau de ces deux nerfs, on peut vous piéger en QCM pour vous demander par où rentre ce nerf, qu'est-ce qui l'innerve. Le nerf phrénique, on vient de dire qu'il énervait le diaphragme, c'est pas compliqué. Et il l'innerve de ces trois branches. Alors que le nerf vague, on a dit vague, c'était système digestif, donc œsophage, c'est pas compliqué non plus. Ce qui est compliqué, c'est au niveau ici cervical, entre quelles veines, quelles artères ils vont passer. Le nerf phrénique, il va passer entre artère sous-clavière et veine sous-clavière. J'ai un mémo, ici, qui n'est pas très ouf, mais je vous le donne au cas où. Moi, c'est comme ça que je m'en rappelais. Je me disais, si tu freines, freine, ça ressemble à phrénique. En voiture, c'est que tu ne veux pas crever. Ok, logique. Crever, ça commence par un C. Et veine sous-clavière, ça commence par un C. Et artère sous-clavière, ça commence par un C. Voilà. Alors que le nerf vague, il va rentrer dans le thorax entre l'artère carotide commune et la veine jugulaire interne par ici. Ça, c'est des détails. Pour l'instant, là, tu te rentrée, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça, mais je vous donne le mémo, au moins c'est fait, et peut-être que ça va vous marquer. Donc là, on a fini les points les plus importants, et maintenant, juste une petite diapo pour aller plus loin, pour vous apprendre des choses supplémentaires, parce qu'on a toujours plein de choses à apprendre en anatomie, et c'est trop cool. Donc, déjà, le rachis humain, il possède des courbures, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, LCL, lordose, syphose, lordose, donc deux lordoses et une syphose, et le rachis thoracique est organisé en syphose. On le voit bien ici, et ici. Ensuite, le sternum est composé du manubrium, du corps et de l'appendice xiphoïde. Le sternum, vous savez, c'est la structure osseuse en avant. Elle est composée du manubrium, ici, du corps, ici de l'appendice xiphoïde, ici de l'incision jugulaire du sternum, ce que je vous ai dit qu'on pouvait sentir là. Et entre le manubrium et le corps, on trouve l'angle de Louis, qui fait un angle de 120 degrés. C'est ce qui a marqué ici, l'angle de Louis entre le manubrium et le corps, angle de 120 degrés. Encore autre chose de cool, le diaphragme. Il a deux portions, une horizontale et une verticale. Ça se voit là. Le diaphragme qui est ici, vous savez, il soutient le cœur et les poumons. Une portion horizontale, une portion verticale. Ensuite, le péricarde fibreux et l'enveloppe qui entoure le cœur, vous savez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la vidéo sur le cœur. Et il donne 3 ligaments qui permettent l'adhérence du cœur aux structures environnantes. On en voit un sur ce schéma, qui est ici, qui est le ligament sterno-péricardique. Une autre information importante, l'aorte, qui est très visible à gauche. L'aorte est très visible à gauche. Elle est donc cachée par l'œsophage et elle enjambe la bronche pulmonaire gauche. Donc on va voir que sur une vue de gauche, ici, vue latérale gauche, l'aorte est très visible. Elle va enjamber la bronche pulmonaire gauche, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous savez, elle est très horizontale, très longue, ça permet d'enjamber. L'aorte ici, donc c'est l'aorte ascendante qui enjambe. Là, il y a la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Voilà. Alors que l'œsophage est très visible à droite et il cache l'aorte. Je vous montre ici. L'œsophage, ici, il est très visible sur une vue latérale droite du médiastin. Il cache même l'aorte qui est ici. Donc, si vous devez retenir, l'œsophage à droite, l'aorte à gauche. Et une dernière information intéressante, c'est que la veine azygos se jette dans la veine cave supérieure. Vous entendrez plus parler de la veine azygos durant le semestre. C'est un élément qui est un petit peu compliqué. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais je vous montre juste sur le schéma que la veine azygos qui est ici, hop, donc presque l'élément le plus postérieur en soi du thorax avec le rachis. Donc la veine azygos, elle se jette au niveau de la veine cave supérieure qu'on trouve ici, sachant que ça c'est l'atrium droit, avec la veine cave inférieure et le cœur. Voilà. Donc là, c'était les informations un peu en plus. Et il y en a encore quelques-unes, mais c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Donc ici, voilà le diaphragme. Je vous ai dit que le diaphragme, c'était en inférieur du thorax, qu'au-dessus, il y avait les poumons et le cœur, et que ça soutenait les poumons et le cœur, justement. Donc si ça soutient les poumons et le cœur, c'est que ça a une partie horizontale où dessus, il y a les poumons et le cœur qui sont posés. Donc c'est le cas, mais ça a aussi une partie verticale, comme vous le voyez ici. Donc la partie horizontale qui soutient, et la partie verticale qui plonge en fait au niveau du dos. Donc en fait, la partie
horizontale et la partie verticale, ça va vraiment en fait délimiter le corps en deux, enfin le buste en deux. Il n'y aura pas de passage, enfin en fait ça va vraiment cloisonner, voilà c'est une cloison entre le haut et le bas du torse. Et donc du coup, il y a des éléments qui vont devoir passer entre le haut et le bas quand même. Par exemple, l'aorte. L'aorte, c'est un élément, enfin, c'est une artère qui va vraiment irriguer presque tout le corps. Et comment est-ce qu'il va faire? Comment est-ce que l'aorte va faire pour aller d'en haut jusqu'en bas alors qu'il y a une cloison au milieu? Bah, il va avoir un trou dans cette cloison en fait. C'est ce qu'on appelle les hiatus. Les hiatus, c'est les trous qui sont au niveau du diaphragme et qui vont permettre de laisser passer des éléments qui sont en haut pour leur permettre de passer en bas. Donc, la veine cave inférieure, elle va traverser le diaphragme horizontal, donc celui-ci, en TH9. L'aorte descendante va traverser le diaphragme vertical, donc celui-ci, en TH12, ici. L'œsophage va traverser le diaphragme vertical, ici, en TH10. Donc ça, c'était pour les hiatus. Et autre chose d'intéressant que je voulais vous dire ici, c'est que la crosse de l'aorte et la crosse de la veine azygos sont au même niveau en TH4. Je vous remonte là. Voilà, on est ici. On est en TH4 ici, vous voyez marqué TH4. Hop. Ici, il y a l'aorte ascendante, la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Et on a la crosse ici de la veine azygos. Et on voit que c'est au même endroit, c'est en TH4. Voilà, ça c'est des repères anatomiques pour bien savoir où se situent les éléments. Et donc, on termine sur un récapitulatif de où se situent les structures par rapport aux vertèbres. Donc, ce que je vous ai dit, ici, incision jugulaire du sternum en TH2. On a ensuite, en TH4, on vient de le voir, la crosse de l'aorte, la crosse de la veine azygos et l'angle de Louis. L'angle de Louis, je vous rappelle, l'angle entre le corps et le manubrium du sternum, 120 degrés. En TH5, on a la carène. La carène, vous vous rappelez, c'est quand la trachée devient les deux bronches pulmonaires. En TH8, on a le diaphragme, voilà, et l'appendice xiphoïde du sternum. Vous savez, le bas du sternum. En TH9, le hiatus de la veine cave inférieure, en horizontal. En TH10, le hiatus de l'œsophage, en vertical. Et en TH12, le hiatus de l'aorte, en vertical. On vient de finir ce cours sur le thorax et les poumons. J'espère que celui-ci aussi, vous l'avez bien compris et je vous remercie d'avoir regardé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, gardez courage. Vous allez trop aimer l'anatomie avec nous, enfin j'espère. En tout cas, on va donner notre maximum pour que ça vous plaise cette année. Et travaillez bien, courage et on est de tout cœur avec vous.